Merci à tous pour votre présence sur cette table ronde. Donc on aura effectivement la chance d'avoir François Durovray qui nous rejoindra dans un instant. On pourra effectivement échanger avec nous. L'idée c'était déjà de faire un dernier sondage d'interactivité avec la salle. On n'a pas fait trop difficile dans cette fin de journée. On vous demande, selon vous, la loi Macron a-t-elle rempli ses objectifs sur l'écart longue distance? Oui ou non? Bon, jusque-là... Grosse surprise. Alors moi, je m'avance plus sur les réponses parce que du coup, depuis ce matin, j'ose plus rien dire. Bon, ça va. Il n'y a pas trop... Il y a même 0% de non. Ça aurait été rigolo quand même que vous mettiez un petit peu non, mais c'est pas grave. Ah, si, 8%, c'est bon. Merci de m'aider. Donc oui, il y a 80... Ah oui, non, mais pas trop quand même. Hein. C'est pas... Non mais voilà, globalement c'est quand même un grand, avec très grande surprise évidemment, c'est un grand oui, globalement une très grande réussite de cette loi, de ces cars Macron comme on les appelle, mais on l'a vu, encore de nombreux enjeux, on vient d'entendre un cas d'école avec le préfet Guillaume, deux grands enjeux, en discutant avec vous messieurs, on a identifié quand même deux grands enjeux pour ce secteur, ce secteur spécifique des cars, un court terme, que sont les infrastructures et la gouvernance, puisqu'on peut les mettre quand même un peu ensemble, et puis un moyen terme sur la transition énergétique. Vous n'avez pas de bol, c'est la dernière table ronde, hein. Mais on va y arriver. Donc sur la transition énergétique, du coup je vais m'adresser d'abord à vous, Thierry Guimbaud. Vous qui connaissez très bien, et pour cause, la genèse de la loi Macron, vous aviez déjà à l'époque alerté... Comment ? Pourquoi ? Parce que vous étiez un petit peu présent lors de... Vérifier si vous êtes vraiment Ah bah j'ai écouté quand nous avons fait la... Non, vous étiez un petit peu présent lors des échanges à l'époque. Donc vous aviez déjà alerté sur cette question des gares routières. 15 ans après, comment l'ART peut contribuer à avancer sur ce sujet-là? Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, j'ai un peu vieilli moi aussi, il n'y a pas que le président Macron. Et donc j'étais un petit peu à la manœuvre en tant que directeur des transports à l'époque sur ce sujet-là. Et je me souviens d'ailleurs que ce qui avait prévalu à l'époque, avec cette loi très novatrice, c'était de vérifier si ça n'impactait pas les services conventionnés, c'est-à-dire les transports en commun conventionnés. Autrement dit, s'il n'y avait pas ce qu'on appelle du cherry picking, c'est-à-dire que les dessertes les plus rentables étaient prises par l'initiative privée, et on déstabilisait et on laissait au public les dessertes les moins rentables. C'était ça la grande crainte de l'époque, en fait. Voilà, il faut l'avoir en tête. Hein. Et c'est pour ça, et c'est un des rôles de l'ART d'ailleurs, qu'on a confié à l'ART le soin de faire des équilibres, de vérifier que les propositions qui émanaient, donc c'était des AO qui disaient, il y a une proposition de transport qui a été déposée par telle et telle compagnie, j'estime qu'elle peut poser un problème et donc l'ART devait l'apprécier. Ça, c'est important qu'on ait ça en tête parce que c'était ça la préoccupation de l'époque. C'était ça la préoccupation de l'époque, pas les gares routières. Je vais y revenir. Juste un exemple. Alors, donc, il y a eu 2000, j'ai pris mon petit papier pour ne pas dire de bêtises, 2000 lignes déclarées à l'époque à l'ART. Il y en avait, donc sur ces 2000 lignes déclarées, 140 qui ont été contestées par les AOM en disant il y a un sujet d'équilibre sur mes propres lignes. Il y en a 110 qui n'ont, après analyse, ne soulevaient pas de problème, 110 sur 140, sur 2000 déposés. Hein. Et donc il en restait à peu près une trentaine, soit 1,5%, sur lesquels il y a eu des décisions à prendre, qui étaient des restrictions, pour éviter de faire concurrence de manière, entre guillemets, déloyale, mais c'était des restrictions relativement limitées. Ce n'était pas des interdictions, c'était vraiment des petites interdictions locales ou temporaires. Voilà. Et donc c'est ça qu'on avait en tête à l'époque, si je puis dire, sans vouloir faire l'historien de la chose. Depuis 2020, nous ne sommes quasiment plus, je ne vais pas dire plus, mais en tout cas quasiment plus saisis de demandes d'AOM sur des problématiques de ce type-là. Donc on voit bien que ce sujet est complètement sorti de la tête, et donc de la réalité. Et en revanche, celui qui n'avait pas été traité à l'époque, et je vous l'ai dit, je l'avais beaucoup regretté, mais voilà, c'est la vie, c'était celui des gares routières, c'est-à-dire des points de nodaux.
Et c'est précisément là où le problème se pose. Parce qu'il n'a pas été traité effectivement en son temps, et ce n'est pas une critique, d'autant plus que j'adresserai à moi-même en quelque sorte. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment le point le plus important. Alors qu'est-ce que peut faire la RT? C'était votre deuxième question. Si je suis trop long, vous m'arrêtez. Que fait la RT? En fait, la RT, je dirais, d'abord, premièrement, la situation aujourd'hui, on a fêté les 15 ans de la RT il n'y a pas très longtemps, et je sais qu'un intervenant, un ancien ministre, a dit qu'on était infranul, je crois. Il employait un terme terrible sur les gares routières. En France. Comment? Nullissime. Voilà, infranul, nullissime, on n'est pas très loin. Nullissime. C'était M. Bussereau, ancien ministre des Transports. Je laisse sa paternité, mais en tout cas, je pense que je ne serai pas très loin de dire la même chose, effectivement, parce qu'on constate bien, effectivement, qu'il y a sur les gares routières de réels sujets. La qualité de service n'est pas définie, donc il y a des choses il y a des gares routières qui sont de bon niveau, on va dire, assez peu. D'autres qui sont avec une qualité de service, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Du coup, arrivé en toute il y a donc une qualité de service qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire on peut dire mauvaise, voire très mauvaise, en tout cas très disparate. Il n'y a pas de gouvernance comme dans d'autres gares, comme les gares ferroviaires par exemple. Il n'y a pas de gouvernance qui a été vraiment prévue, imaginée, organisée, ça conduit sans doute à ça. Et puis il n'y a pas vraiment de modèle économique qui est posé. Voilà. Et donc tout ça veut dire que l'objet n'est pas défini en clair. Et donc les résultats que l'on constate aujourd'hui, que qualifiait de manière extrêmement dure l'ancien ministre des Transports, qui n'était pas vous, mais encore un avant, Monsieur le ministre, de nullissime, est assez logique quelque part. Et donc là, on voit quand même les principaux points, les principaux enjeux qu'affrontent les gares routières aujourd'hui. Je vais revenir sur Monsieur le ministre. Désolé, vous arrivez et je vous interroge déjà. Vous avez un micro devant vous. Mais on vient d'entendre le préfet Guillaume juste avant votre arrivée, et c'est vrai que vous avez beaucoup œuvré à la solution qui a été trouvée par le préfet et par les acteurs du secteur. Avec le recul, comment vous pourriez imaginer sur cette question spécifique des gares routières un modèle qui soit à la fois plus équilibré, d'ailleurs, entre l'État, les collectivités et les opérateurs, effectivement, notamment pour répondre à cette problématique de gouvernance dont parlait Thierry Guimbaud? Bonjour à tous. Alors, c'est potentiellement compliqué d'intervenir sans avoir entendu Marc Guillaume et Thierry Guimbaud, mais j'imagine qu'on est à peu près alignés sur le sujet, ouais, je pense que vous savez. Et notamment sur le constat que la France a une position sur les gares routières qui est très différente de celle des autres pays. Les gares routières existent et sont des objets qui sont connus et qui fonctionnent dans beaucoup d'autres pays. En France, ce n'est pas le cas. J'avais eu l'occasion de visiter la gare de Bercy avant d'être ministre et j'avais été assez effaré par son mode de fonctionnement et les conditions qui sont offertes aux usagers. Et c'est vrai que j'ai été assez rapidement confronté à la question de la possible fermeture de la gare de Bercy par la maire de Paris et que, voilà, sans trahir de secret, j'avais échangé avec elle sur l'enjeu que cela représentait, évidemment pour le système de mobilité de façon globale, mais également pour ses concitoyens, puisque pas loin de la moitié des usagers de cette gare routière sont des Parisiens. Et donc, je trouve qu'il y a eu un échange qui était de qualité. Et vous m'attribuiez un certain nombre de solutions sur la gare de Bercy. C'est avant tout le travail qui a été réalisé à ma demande par le préfet Marc Guillaume, qui s'est beaucoup investi. Il vous en a peut-être parlé tout à l'heure. Il a fait beaucoup de déplacements. Il a permis de faire converger les points de vue et d'arriver, je l'espère, à des solutions qui permettront le maintien d'un service indispensable évidemment sur la capitale, mais je l'espère au-delà de la gare de Bercy, de mettre une petite graine pour qu'on se pose la question du fonctionnement de ces gares routières qui sont indispensables dans le pays. Il faut qu'on imagine un maillage, il faut qu'on ait des collectivités qui portent ces sujets, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit imaginé derrière, mais là aussi, enfin, je pense qu'il y a des exemples étrangers qui nous permettent d'imaginer l'avenir avec confiance. Justement, en parlant de l'avenir avec confiance, on va laisser la parole à nos opérateurs, à Aurélien, Vincent, peu importe. Vous vivez, vous, ces gares au quotidien. Quel est votre besoin?
concrètement? Alors, ce qui n'a pas changé en 10 ans, c'est qu'il n'y a toujours pas de gare routière à Lille. Et si on fait un petit tour de France, je parlerai de Bercy juste après, mais Lyon va déménager sa gare d'ici peut-être le 14 décembre ou une autre date en décembre. On n'est pas sûr qu'il y aura un espace de boutique. À Montpellier, une nouvelle gare va voir le jour. Il n'est pas sûr qu'elle soit disponible la nuit, alors qu'on a beaucoup d'activités la nuit. Et ça, je parle de projets de 2025. Marseille, qui est connecté à la gare ferroviaire, est très souvent saturé. Donc, localement, on a des réalités qui sont différentes. Et cette hétérogénéité vient du fait que ce que la loi Macron a fait, la création des gares, elle n'a pas créé les gares. Donc, il nous manque les gares Macron, qui est le grand oublié de cette loi. Et le préfet Marguillot m'a parlé de l'augmentation du tarif. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, ça date de vendredi. Nous rencontrons la mairie de Paris tous les mois dans les bureaux du préfet, avec les équipes du préfet. Et nous avons découvert qu'ils avaient prévu, sans nous concerter, une augmentation de 60%. Alors en anglais, parfois 16 et 60, on peut avoir la confusion. En français, c'est simple, 60, c'est 60. C'est pas 16. Et donc c'est 60%, 6-0. Et c'est extrêmement important. Et donc, on voit bien qu'au travers de ces exemples locaux ou cette augmentation de tarifs, on a besoin d'une VAR Macron. Donc la VAR Macron, c'est comme au foot, quand il y a une faute, il y a quelqu'un dans le bus qui vérifie. Je pense que là, en termes de qualité de service, d'aménagement, comme Lyon, Marseille, la capacité, Montpellier, on a besoin de la VAR. Et la bonne nouvelle, c'est que cette VAR, elle existe. Elle est à ma droite, présidée par l'ART. Cela dit, elle n'est pas compétente ou elle n'a pas forcément la possibilité de pouvoir arbitrer sur tout. Donc elle est limitée, elle peut arbitrer sur certains cartons rouges, mais pas forcément les pénaltys, ou si le but a traversé la ligne. Et donc nous, on appelle vraiment de notre vœu à ce que cette VAR puisse avoir des pouvoirs étendus pour pouvoir être capable d'arbitrer de manière objective si cette augmentation de 60%, par exemple, est-ce que c'est un tacle au niveau du genou qui est un carton rouge ou pas. Nous, on n'est pas compétents pour faire ça. Mais au-delà de la tarification, voilà, il y a plusieurs sujets qui doivent être arbitrés de manière objective et par une administration comme l'ART. Merci pour cette analogie au foot qui me parle beaucoup. Mais je vais quand même laisser la parole à la VAR, parce que c'est important que vous puissiez rebondir quand même sur cette partie hausse de tarifs abordée par Aurélien. Effectivement. Je suis rugbyman, moi j'aime bien la VAR aussi, parce que c'est un élément fondamental au rugby, la VAR. Ça marche aussi. En un seul mot, oui. Exactement. Non, les deux, monsieur le ministre, 2 mots. Non, en fait, effectivement, bon, on a été effectivement informé, saisi du point que vous venez d'évoquer. Et d'ailleurs, ça me permet, à travers cette occasion, de cet exemple, de souligner le rôle de l'ART, finalement. Alors, effectivement, vous avez raison, l'ART, ça fait aussi partie d'une des peut-être des évolutions à faire sur le plan législatif, a infiniment moins de rôle d'intervention et de pouvoir d'intervention qu'il n'en a, par exemple, dans les gares ferroviaires. Les gares ferroviaires, toute la tarification fait l'objet d'un avis conforme préalable. Avis conforme. Quand on ne décidait pas positif, la tarification ne s'applique pas. Recours au Conseil d'État si nécessaire. Donc c'est un énorme pouvoir, effectivement. Il n'y a pas la même chose dans les gares routières aujourd'hui, et nos pouvoirs ne résultent que de la loi. On ne va pas inventer des pouvoirs qu'on n'a pas. Donc si on n'a pas la VAR, on ne pourra pas s'en servir du tout. Et cette VAR, elle est législative, j'allais dire. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est totalement absent du sujet, loin s'en faut. Parmi tous les rôles que l'on a, je reviendrai peut-être sur le rôle d'études générales sur le secteur, parce que beaucoup de chiffres ont été présentés en Vienne, mais je l'évoquerai peut-être à la fin si ça vous intéresse. Et je ne doute pas que ça vous intéressera. Mais il y a 2 autres points importants. Le premier, c'est qu'on est, tout à l'heure le préfet Guillaume a la gentillesse de le rappeler, on a un espèce de tiers de confiance. C'est-à-dire que ça, c'est pas un pouvoir en dur, au niveau législatif, il n'empêche qu'il est drôlement important. Et ce pouvoir de tiers de confiance, on l'a précisément à la demande du ministre de l'époque, qui nous avait dit qu'il aimait bien qu'on s'intéresse à ce sujet-là, comme de tous les acteurs, on l'a fait jouer. Et là, eh bien, on est effectivement informé d'une situation qui amène à discuter, on va dire. Donc, dans un premier temps, on va discuter. On a déjà commencé à le faire avec les acteurs, voir un peu pourquoi ces évolutions, comment sont-elles justifiées, etc., etc. Au titre des bons offices
et du tiers de confiance, je ne doute pas que ça parviendra à un résultat. Et c'est déjà très bien. Voilà, premier point. Deuxième compétence, là, qui est beaucoup plus rude, parce que là, pour le coup, les textes nous donnent bien cette compétence, c'est effectivement d'intervenir selon deux axes possibles. Mais alors là, on commence à rentrer dans des sanctions, dans du dur. Hein. Soit c'est ce qu'on appelle des procédures de recherche en manquement, c'est-à-dire qu'on estime que le gestionnaire ou la collectivité qui gère une infrastructure essentielle ne facture pas aux coûts normaux qu'elle devrait facturer, ou dans des conditions non discriminatoires auxquelles elle devrait facturer, si je puis dire. Et là, que ce soit une collectivité publique ou une entreprise privée, c'est pareil, ou un opérateur public, on peut très bien rechercher le manquement, le qualifier. Le collège de l'ART, que j'ai l'honneur de présider, prendra une position disant « il y a un manquement » et transmettra le dossier à une commission des sanctions, abritée par l'ART, mais indépendante du collège, puisqu'on joue un rôle d'instruction. Et c'est donc cette commission des sanctions, qui est composée de 3 hauts magistrats, qui pourra prendre une décision de sanctions. Donc ça va assez loin. Ça, c'est le premier type d'action. Et le deuxième type d'action, c'est ce qu'on appelle des recherches, des RDD, je cherche règlements de différends, il connaît mieux les RT que moi, des règlements de différends, où là, des parties, publiques et privées, ne sont pas d'accord sur un sujet et nous demandent de juge, et on est un juge de première instance, en fait. Voilà. Et si les recours sont évidemment possibles dans les deux voies, d'un côté Conseil d'État sur les recherches en manquement et Cour d'appel sur les RDD. Voilà. Donc vous voyez, ça c'est des pouvoirs très très durs, pour le coup, mais encore une fois, ils sont ex post, ils ne sont pas ex-ante, hein, c'est pas un avis conforme préalable, mais en fait on essaie toujours de faire valoir avant voilà, le tiers de confiance. J'espère que dans l'action amicale engagée par la FNTV et les deux opérateurs à vos côtés, vous serez plus tiers de confiance que d'aller jusqu'à votre mission de juge. Mais ça, l'avenir nous le dira. Peut-être rebondir sur la partie, effectivement, de manière générale, sur les gares routières avec vous, Vincent. Le regard de Flixbus, effectivement, sur... Oui, tout à fait. Le regard de Flixbus, il sera globalement similaire à celui de Blablacar. On utilise les mêmes gares. Simplement, c'est vrai que Paris aujourd'hui cristallise beaucoup des problématiques qu'on va rencontrer en France, alors qu'il y a quand même une forte disparité nationale. C'est vrai que si on vient un petit peu en arrière, en 2015, quand la loi Macron est entérinée, elle arrive quelque part vraiment au bon moment et en même temps beaucoup trop en avance. Alors, je m'explique. La semaine dernière, il y a une note de l'Institut Montaigne qui a été sortie, qui a été coécrite par M. Laine et M. De Crovoisier, que vous connaissez bien, Monsieur le Ministre, votre ancien collaborateur. Cette note, elle s'intitule « Transition des mobilités, anatomie d'une impasse ». Donc voilà, fondamentalement, le titre, tristement, il se passe d'explications. Mais donc, il partage ce constat. En France, depuis 1990, les transports qui représentent un tiers des émissions de carbone, les transports est le seul secteur dans lequel ça a augmenté depuis 1990. Pour vous donner un élément de comparaison, l'industrie, c'est moins 54% sur la même période. Donc à cet égard écologique, de façon basique, la loi Macron, elle est arrivée à point nommé. On aura l'occasion de reparler des bienfaits écologiques. Sur la partie sociale également, aujourd'hui, c'est le modèle de transport le moins cher, point. Donc à cet égard-là, elle est vraiment arrivée à point nommé, la loi Macron. Pour ce qui concerne le financement des gares routières et les infrastructures au sens large, à cet égard, elle a été beaucoup trop en avance parce que, comme l'a partagé le président Guimbaud, ça n'était pas à la hauteur et ça n'a pas été inclus à l'époque. Donc il y a besoin de rattrapage. Et à cet égard, on voit qu'il y a des villes moyennes, des petites villes en France qui ont compris les enjeux de ce temps et qui ont donc, via de la concertation, via de la vision long terme, de l'aspect pragmatique, je dirais aussi, pour s'adapter à la réalité de leur tissu local, ont donc conduit des changements ces 10 dernières années. C'est pas toujours parfait. Aurélien Gandois a pu parler de certaines gares que je souhaiterais citer également, mais de façon positive. Aujourd'hui, les déménagements de Montpellier-Nantes qui vont arriver en 2026 ne couvrent pas toutes les réalités desquelles aurait besoin l'industrie, mais pour autant, voilà, ils ont évolué, ils ont mis à place des infrastructures neuves adaptées à l'activité. Il y a également d'autres petites villes comme Rennes, par exemple, qui, eux, ont compris le besoin d'intermodalité. Grande ville Rennes, très grande ville Rennes. Je suis breton en plus, donc grand respect pour Rennes. Mais voilà, aujourd'hui, l'intermodalité de Rennes, c'est un modèle du genre. Donc voilà, donc globalement, aujourd'hui, il y a un peu ce constat général de se dire que certaines
petites, moyennes et grandes villes ont montré la voie, ont bien compris les enjeux de ce temps-là, et que fondamentalement, une gare routière, elle se doit d'être avant tout un nœud intermodal qui est ancré dans une réalité locale. C'est-à-dire que ça peut être en périphérie, ça peut être dans le centre, ça peut être lié au train ou pas, mais voilà, c'est ça qui est important, et c'est là-dessus que finalement ça devient positif pour tous. C'est bien de finir sur cela parce qu'effectivement, pour conclure sur la partie gare routière, je pense que le constat que vous aviez posé il y a 10 ans maintenant, Monsieur Guimbaud, est largement partagé. Les gares routières ne sont plus vues comme des anecdotes de la loi Macron. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de préfiguration, il y a beaucoup de bons exemples qui sont en train de se mettre en place. On a tous pris conscience de l'importance d'une gouvernance, d'un cadre. Vous avez rappelé les 3 enjeux, notamment de tout à l'heure dans votre intervention sur cette partie gare routière. Je pense que voilà, ce constat est partagé. Il y a déjà des choses qui sont mises en place et les acteurs ont vocation et ambition de travailler ensemble sur ces questions. Donc, on avance dans le bon sens sur cette question. Deuxième enjeu, c'est évidemment la transition énergétique, qui est un enjeu un peu plus moyen terme, on va dire. Mais je vais vous laisser le micro, du coup, à Vincent, parce que Flixbus s'est engagé très tôt sur ce terrain. À quoi ressemblera votre flotte en 2030 ? Alors oui, effectivement, Flixbus a toujours été assez pionnier sur cette décarbonation. Je rappelle qu'en 2018, on avait lancé la première ligne électrique. Donc 2018, il faut se rendre compte aujourd'hui, tout le monde ici est conscient des problématiques de maturité technologique qu'on va avoir avec le matériel roulant. Donc 2018, c'était tôt pour lancer une ligne comme ça. On avait fait un Paris-Amiens pour faire un clin d'œil à notre cher président et notre cher créateur. Clin d'œil qui n'a pas été relevé malheureusement. Mais voilà, en tout cas, fondamentalement pionnier, et on recherche toujours justement cette décarbonation, tout en restant rationnel économiquement. Aujourd'hui, on reste une entreprise privée à 100% sans subvention, donc on va dire que notre transition écologique, elle doit quand même avoir un rationnel économique. Il se trouve que pour rester sur la partie engagement fort de l'entreprise, Flixbus a des engagements SBTI, donc c'est Science Based Target Initiative pour les anglophones. Et donc fondamentalement c'est des engagements forts avec des pénalités si les objectifs ne sont pas atteints. Ces objectifs, c'est qu'en 2040 toute l'Europe de côté Flixbus, donc l'ensemble des pays seront 100% verts, avec un premier temps de passage en 2032, et pour les pays matures comme la France à ce niveau-là, on sera bien évidemment à l'avant, en avant-garde justement pour cette transition. Donc fondamentalement là, si aujourd'hui on a à peu près 15% de notre flotte qui est verte, à horizon 2032, on se rapproche des 100%. Donc l'enjeu, il est fort. Donc ensuite, en termes de mix, parce qu'effectivement, c'est toute la question aujourd'hui, quel sera le type de mix. Effectivement, en France, on croit à l'électrification, mais fondamentalement, ce sera justement un mix. Il y aura une partie d'électrique, il y aura une partie de rétrofit, il y aura une partie de HVO, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui va continuer à fonctionner. J'imagine qu'en 2032, il y aura toujours une partie de la flotte qui tournera au HVO. De toute façon, aujourd'hui, c'est des discussions qu'on aura également avec nos partenaires autocaristes. Il y en a quelques-uns qui sont ici, et je les remercie parce que beaucoup d'entre eux font partie de cette transition. Je pense à la grande ligne Colza des voyages Morio, par exemple. Je salue Damien Quéran. Mais donc voilà, il y aura un mix de technologies qui seront amenées à terme à être utilisées. On peut également les relier par rapport à la fiscalité. Il faudrait une fiscalité incitative à ce niveau-là. Là, malheureusement, ça va toujours pas dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a une fiche C2E pour les cars électriques qui est bien insuffisante. Il y avait également des incitations par rapport au B100. Le programme le budget Le Cornu supprime cette incitation au B100. Donc concrètement, de façon très directe, le carburant va augmenter. Donc voilà, aujourd'hui on n'y est pas encore, et on va dire que des facilitations fiscales pourraient également accélérer la transition. Après, fondamentalement, sans même parler de transition et de nouveaux fuels, je voudrais rappeler comme des chiffres basiques qui sont les chiffres d'aujourd'hui. Un car Flixbus, c'est 21,9 grammes de CO2 par passager par kilomètre. En comparaison, une voiture en autosolisme, c'est 88, c'est donc 4 fois plus. Le covoiturage, c'est 49,6, c'est donc plus de 2 fois plus. Donc déjà aujourd'hui, le bus longue distance est un levier de verdissement, et il serait temps que ce soit considéré comme tel. Oui, c'est bien de le rappeler. C'est bien de rappeler qu'effectivement, les cars sont un levier de transport collectif et donc de transition énergétique de manière générale. Pareil, même question chez vous, Aurélien. Cette transition énergétique, on en est où ? Donc avant de parler de ce que fait Blablacar concrètement, pour revenir sur l'augmentation des 60%, un membre de la majorité vendredi a dit que l'augmentation était justifiée parce que c'est une taxe pollueur-payeur. Donc j'associe tous nos collègues autocaristes, bienvenue dans le club des pollueurs. Et en fait, c'est faux, puisque l'ART publie un rapport tous les ans, et l'activité SLO en France, c'est 15 000 tonnes de CO2 sauvées. 15 000.
Et donc aujourd'hui, sans même décarboner, sans dédiéseliser, j'ai bien aimé je crois que c'est une création de Madame Pécresse, je ne savais pas que ce mot existait dans le Larousse, mais donc dédiéseliser les autocars, c'est déjà très vertueux. Donc on utilise tous aujourd'hui diesel, mais on va décarboner. Maintenant, chez Blablacar, on n'a pas trouvé de solution alternative autre que les biocarburants ou que d'autres technologies. En revanche, on est sûr que ça ne suffira pas. C'est pas en dédiélisant nos autocars qu'on va réussir la transition. On va réussir la transition avec un changement d'usage et donc un report modal. Et comme Vincent rappelait les chiffres sur l'autosolisme, je pense que dans la salle, on a tous un ennemi commun, c'est l'autosolisme. Alors c'est pas l'autosoliste, parce qu'on ne va pas accuser celui qui est tout seul dans sa voiture, c'est l'autosolisme. Et l'autosolisme sur la longue distance, il est là parce que la voiture a cet avantage unique, c'est le seul qui offre une expérience porte-à-porte. Sauf à habiter à la gare Montparnasse et à la gare de Rennes, aucune autre alternative n'offre d'expérience porte-à-porte. Et donc Blablacar, notre vision de la décarbonation, c'est d'offrir une autre solution de porte-à-porte. Et ça ne peut passer que par la combinaison de tous les modes existants, le covoiturage, les cars SLO et le train, bien sûr. Et donc c'est pour ça que depuis 2025, sur la plateforme Blablacar, vous avez la possibilité de réserver du covoiturage, des Blablacar bus et du train. Et c'est uniquement avec cette conversion d'usage qu'on va pouvoir décarboner, bien sûr en dédiésélisant les véhicules, mais surtout en faisant une transformation de l'usage. Et pour ça, on a besoin de gares routières qualitatives, parce que si quelqu'un réserve un trajet porte-à-porte avec un morceau de covoiturage, un morceau de bus, arrive à Bercy, il ne reviendra probablement jamais. Et donc c'est ça, la décarbonation, c'est avant tout via l'usage que via la dédiélisation des véhicules. Alors voilà, si on parle de manière plus globale, effectivement, de la décarbonation, Monsieur Durovray, je vous laisse reprendre un micro, c'est bon. On a abordé ce matin, avec notamment Dominique Bussereau et des intervenants en table ronde, la conférence Ambition France Transport. On a aussi abordé donc la question du financement, a aussi fait beaucoup partie de cette partie décarbonation qui est très importante. On a abordé juste avant aussi les feuilles de route et le règlement CO2. Vous avez, en tant que ministre, aussi beaucoup accompagné cette question de décarbonation. Aujourd'hui, quelle serait une feuille de route efficace ? Oui, vous avez 2 heures. Feuille de route efficace, en tout cas les grands angles qu'on pourrait mettre en place pour effectivement accompagner la profession dans cette transition tout en restant viable pour ce secteur. 2 heures ne seront pas suffisantes. Comment dire ? Enfin, d'abord, on est passé là de l'infra au sujet de véhicules et d'usage. La question de l'infra reste indispensable, et notamment sur les gares routières. Moi, je pense qu'il faut absolument que cet objet fasse, qu'il y ait un débat et sans doute une loi à terme pour avoir un maillage à l'échelle du territoire permettant des services de qualité, permettant de connecter des services librement organisés qui sont les cars Macron avec des services organisés aussi dans le cadre de DSP, de réseaux urbains. Et franchement, je pense qu'il y a un modèle qui peut être imaginé pour ces infrastructures qui sont quand même le préalable. Il faut de l'infrastructure pour ensuite imaginer de l'usage et imaginer décarboner. Alors si j'ai bien compris, la question qui a été posée sur la décarbonation concernait plutôt la route que l'ensemble des mobilités. Moi, je me réjouis d'abord que cette conférence se soit tenue, qu'il y ait eu des débats de bon niveau, qu'il y ait eu convergence au sein des ateliers, ce qui n'était pas forcément évident. Et je me réjouis que Philippe Tabarot ait annoncé une loi cadre permettant de, je l'espère, et je pense d'ailleurs que ça fait partie des sujets qui pourraient faire l'objet pourraient trouver une majorité à l'Assemblée nationale. Ils sont pas si nombreux. Comment ? Ils sont pas si nombreux. Oui, ils sont pas si nombreux. Non, mais on a 18 mois d'ici la prochaine présidentielle avec un contexte que vous connaissez, que nous connaissons tous. Je pense que la question de la mobilité, parce qu'elle touche à la vie quotidienne de nos concitoyens, parce qu'il y a, je pense, sur tous les bancs politiques, au-delà du diagnostic, il y a la capacité de converger sur un certain nombre de solutions. Cette loi cadre, elle peut parfaitement avoir sa place dans le débat parlementaire de ces prochains mois. Au-delà de ça, donc, pour aller au-delà d'Ambition France Transport, je pense, et je rebondis sur les propos d'Aurélien Gandois tout à l'heure, la première des choses pour décarboner la mobilité routière, c'est de mettre plus de monde dans moins de véhicules. C'est le plus simple, avant même toute autre solution technique, et c'est vrai que le car, pour moi, est une solution évidente, et je pense qu'on n'a pas été suffisamment loin.
J'invite les opérateurs qui sont à cette tribune à enclencher potentiellement une deuxième phase. Enfin, une deuxième phase. Vous développez régulièrement, mais je pense qu'il y a encore des territoires sur lesquels vous pouvez développer des lignes et aller dans la France profonde, dans les villes moyennes, des sous-préfectures. Il y a des capacités, je suis persuadé, que vous pouvez aller chercher du trafic dans des zones où vous n'allez pas aujourd'hui. Ça suppose, ça renvoie aux infrastructures, etc. Mais je pense que vous avez une responsabilité pour développer ça. Il y a la question des cars express que j'ai développé sur les services plutôt urbains, en tout cas les services organisés par des autorités organisatrices. J'avais lancé une étude qui a été faite par un opérateur de téléphonie qui montrait qu'il y avait 700 lignes possibles à travers la France, 700 lignes de cars express permettant d'offrir une solution aux 10 millions de Français qui n'ont pas d'autre choix que leur voiture pour se rendre à leur travail. Et là, j'ai le sentiment quand même qu'on peut, avec peu de moyens, j'ai essayé de pousser, ça aboutit d'ailleurs à une majoration du versement mobilité qui a donné lieu à des débats, mais une versement mobilité pour les collectivités qui pourraient créer ce genre de service. J'espère qu'on ira encore plus loin demain pour trouver un modèle financier, mais on a la capacité de développer de nouvelles lignes à travers le pays, et je pense que les 700 lignes sont plutôt un point bas qu'un point haut. Et puis au-delà donc de la capacité à mettre plus de monde dans les mêmes véhicules, bon, il y a les sujets techniques qui ont été abordés tout à l'heure sur les motorisations notamment. J'ai entendu avec une petite pointe de regret, je ne sais plus lequel des deux a évoqué les C2E. C'est vrai que ça fait partie des combats que j'ai pu porter. Sauf erreur de ma part, les C2E permettent de financer jusqu'à 50 000 € aujourd'hui l'électrification d'un car. Il n'y avait rien ou il n'y avait pas grand-chose auparavant. Et c'est vrai que dans le modèle de financement, et pour vous permettre la transition écologique, il faut que les C2E évoluent. Je pense que c'est une étape quand même importante, si je puis me permettre, parce qu'on émarge, enfin la mobilité émarge à nouveau sur les C2E, ce qui était quand même pas vraiment le cas en dehors du covoiturage. Et je vais pas revenir sur le sujet du covoiturage, qui est un sujet qui peut être douloureux pour certains d'entre vous, mais on a vocation à financer par les C2E la décarbonation des véhicules. Et puis il y a sans doute d'autres volets à mobiliser. Je pense notamment au covoiturage, mais là on dépasse sans doute un peu le cadre du débat qui est à cette tribune, mais il y a sans doute d'autres solutions. Moi je me réjouis, je terminerai là-dessus, je me réjouis d'une chose, c'est que la route à nouveau est rentrée dans le débat public comme solution à la décarbonation et pas comme motif simplement, enfin problème, évolution. Et il faut qu'on continue dans ce débat-là. Mais j'ai le sentiment que ça a plutôt progressé que nos concitoyens et que la conférence Ambition France Transport a permis de remettre la route comme solution et pas comme problème. Oui, c'est un sujet que porte depuis longtemps la FNTV, de voir effectivement l'autocar et la route comme une solution aux fractures territoriales, à la transition énergétique. C'est effectivement un message important. J'ai des petites questions sur cette partie, les enjeux à venir sur les SLO. J'ai des petites questions de la salle via SMS que je vais je vois une question sur les gares routières. Je vais la synthétiser. C'est qui paye ? Parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui, effectivement... Thierry, je pense que c'est une question qui est aussi pas mal pour vous. Bien, il faut définir ce qu'on appelle un modèle économique, donc savoir quels sont les coûts, quelles sont les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement, et effectivement, quelle est l'équation économique en termes de recettes. Évidemment, il y a des péages, il y a des touchés. Toutes les infras de transport supposent un péage d'usage de l'infrastructure. Il peut y avoir d'autres modes de financement. Donc c'est bien sous ce modèle-là qu'il faut concevoir. Et il faut aussi s'assurer que les coûts qui sont mis à la charge par le gestionnaire d'infrastructure sont les plus optimisés possibles, les plus efficaces, les plus efficients possibles. C'est ça le rôle d'un régulateur, en fait, c'est de s'assurer de cette équation économique. Mais qui paye, plusieurs acteurs peuvent payer. Il y a évidemment l'usager, c'est-à-dire les entreprises qui, à travers les coûts de toucher, utilisent l'infrastructure, légitimement la payent. Peut-être pas les seuls, il peut y avoir des subventions, il peut y avoir d'autres choses comme ça. Il peut y avoir des services, et avant de poser la question de qui paye, il y a la question sans doute de savoir qui fait.
Déjà. Et je pense que si, à la différence des autres pays, la France est en retard sur le sujet des gares routières, c'est parce qu'il y a une désynchronisation, enfin une désynchronisation, c'est pas le bon terme, mais il y a des collectivités aujourd'hui qui sont gestionnaires d'infrastructures et qui ne gèrent pas les services. Les collectivités qui gèrent les infrastructures sont les communes, les départements et l'État principalement, même si maintenant les intercos, etc., mais de façon très marginale. Et il y a des collectivités qui gèrent des services, qui créent des services, qui sont les régions, les intercommunalités, principalement, et Île-de-France Mobilité, évidemment, sur Paris. Et le fait que ce ne soient pas les mêmes collectivités qui gèrent l'infrastructure et qui gèrent les services, enfin moi je suis président de département, j'ai aucun intérêt, objectivement, enfin ma priorité c'est la sécurité routière, et dans un contexte budgétaire contraint. Donc je ne vais pas, s'il n'y a pas de modèle économique, je ne vais pas m'amuser à créer des gares routières dont je tirerai pas forcément le bénéfice. Mais je suis convaincu que la loi, en indiquant qui peut faire, et en fixant un cadre dans les conditions qui ont été évoquées par Thierry Guimbaud, peut parfaitement et rapidement développer un modèle de gare routière à travers le pays. Juste un mot pour rebondir. Je pense que l'équation économique, le modèle économique, il est trouvable. Très trouvable. Ah oui. On n'est pas dans le domaine du ferroviaire, si je puis dire, ou les coûts d'autres secteurs, ou l'aéroportuaire qu'on connaît, où tout de suite les coûts se comptent en dizaines de millions d'euros, voire. On n'est pas sur cette échelle-là. Là, on est sur une échelle beaucoup plus abordable, si je puis dire. Donc, trouver une équation économique, ça se trouve, franchement. Si on ne le trouve pas là-dessus, c'est vraiment pas bon, quoi. Bon, merci pour cette parole, parce que le SMS était « tout le monde se rejette la balle et la VAR ne voit plus la balle ». Donc, ça permet de montrer que vous voyez quand même la balle un petit peu. J'avais une autre question sur la partie énergétique. Quelles énergies seront utilisées pour exécuter le maillage réalisé aujourd'hui par les lignes Macron en 2032 ? Donc, quid de l'énergie qui sera assez mature pour répondre aux exigences, notamment européennes ? Vous avez un peu répondu, Vincent, d'ailleurs, dans votre réponse. Donc, peut-être davantage, Aurélien, sur le mix. Vous étiez sur la partie mix énergétique. Je pense qu'une partie de la réponse, elle n'est pas ici. Elle est plutôt dans la salle auprès des constructeurs qui sont, eux, les visionnaires de la technologie. Aujourd'hui, à part le biocarburant, pour être simple, il n'y a pas grand-chose de disponible, puisqu'on a besoin des soutes pour les bagages et on a besoin de rouler 1000 à 1500 km par jour. Ces deux combinaisons font qu'aujourd'hui, à part les biocarburants, il n'y a pas grand-chose de disponible. Ici, en 2032, il y aura probablement un mix avec peu d'électrique ou d'autres technologies, mais actuellement, à part les biocarburants, il n'y a rien. La représentante de l'Axiam nous disait ce matin que sur le tout électrique, qui est quand même beaucoup poussé par l'Europe, les constructeurs seraient prêts un jour. Donc, soyons positifs effectivement sur cette question. Merci beaucoup sur cette partie. Maintenant, on va quand même passer sur le positif. C'est quand même bien aussi de refaire. On va faire un petit bond en arrière. Vous l'avez vu, on l'a fait avec la vidéo, un petit bond. Vous avez raté notre vidéo des 10 ans, mais on va vous l'envoyer parce qu'elle est sympa. J'aimerais bien qu'on revienne quand même, après avoir vu ces enjeux des 10 ans à venir, voire moins, clairement, les 10 années écoulées maintenant. Vincent, vous avez été aux premières loges, forcément, de la création du SLO. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui ? Donc déjà, pour répondre de façon très simple, comme le ferait le préfet Marc-Guillaume, excellent. Et voilà, merci, j'adore ces réponses. En revanche, si je dois préciser un petit peu, c'est vrai que donc Flixbus faisait partie des premiers acteurs qui s'étaient positionnés sur la loi Macron, donc en 2015. Depuis, il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté l'industrie, et aujourd'hui c'est un peu ou prou un duopole finalement avec Blablacar-Bus. Les chiffres ils parlent d'eux-mêmes. C'est 100 millions de personnes depuis la création, dont pratiquement 70 millions juste pour Flixbus. Donc je veux dire, c'est énorme. C'est surtout que c'est un modèle qui a fait ses preuves. On avait la discussion ce midi avec le président Nègre du GART sur le modèle économique. Concrètement, ce modèle, on va dire asset light, où on ne possède pas les véhicules, c'est-à-dire qu'on fait des partenariats avec des entreprises locales en fonction des pays qui apportent de l'agilité, de la flexibilité. C'est vraiment celui finalement qui a fait ses preuves et qui fonctionne, et qui aujourd'hui amène ses chiffres et la rentabilité. Flixbus aujourd'hui, c'est le meilleur exemple pour démontrer cela. On est présent dans 45 pays maintenant, et pas seulement en Europe bien évidemment. On est aussi là, récemment on ouvre le Pérou, l'Australie, l'Inde, le Mexique. Ce que je veux dire, c'est que le modèle économique, il fonctionne.
Et il ne fonctionne pas que pour l'entreprise qui le met en place, il fonctionne également pour les populations locales. Si je prends l'exemple, deux exemples qui diffèrent en Europe, Italie versus Espagne. L'Espagne n'a toujours pas ouvert son cabotage, enfin sa libéralisation, versus l'Italie qui l'a fait très tôt. Aujourd'hui, l'Italie, on a un choc d'offres énorme avec des prix très attractifs, ce qui n'est pas du tout le cas en Espagne. Sur la question des infrastructures, ils sont en revanche très bien les Espagnols, mais c'est pas le sujet. Donc voilà, donc fondamentalement aujourd'hui on voit que c'est un modèle qui fonctionne et qui a fait ses preuves. Donc aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à cet aspect écologique, accessible, etc., je ne comprends pas les gens qui vont remettre en question ce modèle aujourd'hui parce qu'il est écologiquement performant, il est économiquement viable et il est socialement utile et c'est en plus un stimulateur d'innovation. Donc voilà, donc pour moi aujourd'hui c'est un excellent bilan. Aurélien, j'imagine que vous ne contredirez pas votre concurrent et néanmoins... Non, je suis absolument pas d'accord. En fait, c'est un formidable succès pour les voyageurs. 18% n'auraient pas voyagé, c'était dans la vidéo, 17-18%. Mais c'est aussi beaucoup d'argent économisé, parce que l'ART publie tous les ans l'argent sauvé par les voyageurs qui auraient pris d'autres alternatives. Donc c'est des dizaines de millions chaque année. Mais c'est aussi un succès pour les autocaristes, qui sont certains dans la salle, qui... peuvent avoir une activité complémentaire au scolaire, aux lignes régulières ou à l'occasionnel. C'est une activité additionnelle pour eux. Maintenant, je vais me permettre de remonter peut-être 10 ans encore en arrière. En 2005, Blablacar est créé. Et il a fallu 10 ans pour Blablacar pour construire une plateforme de mise en relation entre des conducteurs, des autosolistes et des passagers. Il a fallu peu ou prou 10 ans pour arriver au succès du car SLO. Est-ce qu'il va falloir 10 ans pour réussir l'intermodalité? Et moi, je pense qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça, et Blablacar aujourd'hui qui offre tous les modes de transport sur le site, clairement, pour être compétitif en car, il faut aussi qu'on puisse offrir le train en face, et aujourd'hui les conditions d'accès au train sont très difficiles. Vous avez moins de 3% de commission, vous devez payer 1 à 2% de coût d'accès à l'infrastructure, enfin le PAO, l'accès à l'offre. Aujourd'hui, on perd de l'argent quand on vend un billet de train. Sauf que si on veut combattre l'autosolisme, si on veut que les gens puissent avoir accès à une offre porte-à-porte combinée, il faut qu'ils aient accès à tout. Et pour avoir accès à tout, il faut avoir tous les modes de transport sur une plateforme. Et si je suis un peu chauvin, comme l'était ministre Tabarot, une plateforme comme le Blablacar française pourrait être un précurseur dans une plateforme de mobilité multimodale. Mais aujourd'hui, l'accès au train est très difficile. Maintenant, voilà, dans 10 ans, peut-être qu'on peut aussi avoir un autre souhait, c'est ne plus s'appeler les cars Macron. C'est une belle étiquette, mais c'est parfois une étiquette qui peut desservir le secteur. Donc je parlais des cars Macron, des gares Macron, de la VAR Macron, donc ça fait CGV. Donc ça pourrait être les cars grande vitesse, les cars grand voyage. En tout cas, je pense qu'on peut collectivement imaginer avoir un autre nom que les cars Macron dans 10 ans. Ça marche, c'est noté, on ne lui dira pas. Thierry Guimbaud, on a parlé de vos chiffres. Du coup, peut-être le bilan en chiffres, il n'y a rien de plus parlant que les chiffres ces 10 ans écoulés. Oui, j'ai un peu de scrupule parce qu'on les a déjà montrés, les chiffres. Donc je vais... Je viens de les rappeler. C'est la fin de la journée, donc on va ramener, on va dire des C'est choses, mais bon, c'est la pédagogie aussi. Oui, d'ailleurs, ces chiffres viennent effectivement du régulateur, et merci de la FNTV de les reprendre. Ça fait partie du rôle d'un régulateur, justement. Ça s'appelle, dans un terme très pédant que j'adore utiliser, vous me connaissez, je fais semblant de parler anglais, ça s'appelle la sunshine regulation. La régulation, ça consiste aussi à faire la lumière, le plus possible, de manière neutre, technique, indépendante, sur des sujets, pour que l'ensemble des acteurs, notamment les décideurs, prennent conscience d'un certain nombre de choses et puissent agir derrière, dûment éclairés, que ce soit le législateur, l'exécutif, voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc, à ce titre-là, la loi nous demande de publier tous les ans un rapport sur l'évolution du secteur librement organisé, ce que nous faisons, tous les chiffres qu'on vient de dire, je vais revenir 2 minutes, sortent de là, et nous l'actualisons tous les 6 mois. Et d'ailleurs, demain, au collège de l'ART, on va regarder l'actualisation à 6 mois, j'allais dire, de ces chiffres. On ne publie pas un rapport à chaque fois, mais on a un dispositif de consultation numérique, ça veut dire que ces chiffres sont à disposition de qui veut les consulter. C'est ça, la régulation par l'information. Donc les chiffres, bien, ils ont déjà été dits, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que les 10 ans sont un succès? Bien, on a dit les choses négatives jusqu'à présent, elles sont lourdes. Oui, c'est clairement, vous l'avez dit, un succès, c'est évident. En termes de trafic, bien, en termes de voyageurs qui utilisent ce mode, il est à un niveau extrêmement important, puisque c'est près de 11 millions de voyageurs en 2024, ce qui est considérable. Et il n'y a pas toujours la perception de ça. C'est un secteur qui est assez méconnu, finalement, par les décideurs.
assez méconnu par rapport au ferroviaire, où tout le monde parle du ferroviaire tous les matins, pour en dire du mal de temps en temps, même assez souvent, mais on en parle beaucoup. Ce sujet-là n'est pas évoqué, très très peu évoqué. D'où les sujets comme gare routière avancent difficilement, puisqu'évidemment ce n'est pas dans le cœur des attentions des uns et des autres. Un succès en termes de coût et de pouvoir d'achat, c'est un sujet extrêmement important, vous l'avez dit, donc j'y reviens pas. Simplement, on a calculé, alors c'est des calculs très, très savants, vous l'imaginez bien, on a calculé à peu près qu'il y a un déplacement par des cars grande vitesse, des CGV, un déplacement coûte, par rapport à d'autres modes, à peu près 10 € moins cher. En moyenne, c'est évidemment une grosse moyenne, c'est évidemment statistique, 10 € moins cher, ça veut dire une économie en termes de pouvoir d'achat sur une année de 110 millions. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Il faut avoir ça en tête, 110 millions d'économies de pouvoir d'achat sur les transports. Et plus encore, évidemment, ce mode permet de révéler de l'offre. C'est-à-dire, le ministre le disait tout à l'heure, il y a de l'offre qui n'est pas collective, qui ne peut pas exister par d'autres modes. Donc ça révèle de l'offre. Ça donne donc accès à des déplacements dans des conditions écologiques qu'on évoquait tout à l'heure, et qui n'existeraient pas sans ça. Et là aussi, j'ai vu que le chiffre avait été... Donc je veille à ne pas dire de bêtises, puisqu'il vient des études de l'ART, mais on voit qu'il y a 2 millions de personnes, sur les 11 millions que j'évoque, qui ne se seraient pas déplacées à cette occasion-là. Donc voilà, ça c'est des éléments qui sont très très forts, très très tangibles, et donc voilà un élément positif. Comme est un élément positif, et j'arrête là-dessus, pour revenir un tout petit peu sur les gares routières, c'est vrai dans le cadre des activités de l'ART en termes de tiers de confiance, on anime aussi un travail collectif, je dis bien collectif, sur la question des gares routières, la gouvernance, la qualité de service. Je pense que ça participe bien. Et je pense que ça fait émerger des idées, des projets sur le terrain. C'est aussi ça, faire bouger les choses sur le sujet. Vous parliez de la difficulté, effectivement, de parler, on parle ferroviaire, mais de parler route, de parler car. S'il y a bien une personne à cette table qui a, en tant qu'acteur public, toujours parlé route, beaucoup, c'est François Durovray, puisque, quelles que soient vos fonctions, vous avez été aux premières loges du car, du développement du car, vous avez porté les sujets sur cette loi SLO, François Durovray, sur ces cars Macron. Alors, on va arrêter de les appeler cars Macron, mais cars grande vitesse, je sais pas si c'est génial avec la thématique qu'on a abordée en début d'après-midi sur la sécurité. On va trouver, mais on trouvera certainement quelque chose aussi. Est-ce que ça a tenu ses promesses? Est-ce que cette loi a tenu ses promesses? Évidemment. On disait avec une pointe, cette loi elle est associée à un homme qui a eu un destin. Évidemment, le président Macron a fait beaucoup de choses, mais sans doute les Français conserveront de son action publique cette décision qui a été prise lorsqu'il était ministre de l'économie de créer un service qui n'existait pas, qui n'était pas organisé et qui est sans doute très compréhensible, très accessible pour les Français. Donc il y a eu des chiffres qui ont été évoqués qui parlent d'eux-mêmes. Je n'avais pas en tête les éléments évoqués par Thierry Guimbaud sur le gain en termes de pouvoir d'achat. On évoquait les 2 millions de passagers qui ne se seraient pas déplacés. Ce qui est évidemment extraordinaire en termes d'opportunités de mobilité, d'ouverture, ce qui est aussi un impact écologique qui est peut-être négatif, parce que s'ils ne s'étaient pas déplacés, ils n'auraient pas généré des émissions complémentaires, mais globalement le bilan est forcément très positif. Et moi, ce qui m'intéresse à ce stade, c'est qu'on voit de quelle façon, dans notre pays, on replace complètement la route dans les usages de mobilité possibles. Quand j'entendais Aurélien tout à l'heure évoquer, dire je ne voudrais pas attendre 10 ans pour gérer l'intermodalité en évoquant principalement la question de la vente de billets ferroviaires, alors principalement SNCF, mais d'autres opérateurs demain. C'est évidemment une question qu'il va falloir trancher parce qu'avec l'ouverture à la concurrence, au-delà du problème de l'intermodalité qui est évoqué, il y a même un problème de lisibilité pour l'usager. Enfin, on ne va pas avoir dans les gares à travers le pays 8 guichets en fonction de l'opérateur qui organise le service. Et donc, il faut qu'on imagine quelque chose. Mais l'intermodalité, elle ne se fait pas uniquement au travers de la vente
des billets, elle se fait globalement au travers des services la mobilité sans couture, et ça renvoie aux gares routières qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc on doit avoir la capacité, encore une fois dans notre pays, de trouver des solutions pragmatiques, pratiques, peu coûteuses, permettant d'améliorer la situation des Français. J'évoquais, je terminerai là-dessus, en aparté, on disait, c'est vrai qu'on parle beaucoup du train, et même dans Ambition France Transport, on a beaucoup parlé du train, parce que peut-être on est un pays d'ingénieurs, parce que pour un élu c'est sans doute plus agréable d'inaugurer, de couper un ruban pour une ligne ferroviaire neuve que pour un car qui pollue, entre guillemets, hein, et c'est évidemment pas mon propos, mais il faut qu'on se mette à hauteur de Français, si vous me permettez l'expression, et les Français, ils attendent avant tout des solutions de mobilité. Et la solution de mobilité, elle passe par la route, elle passe par le car, elle passe par le covoiturage, elle passe par toutes ces nouvelles formules qui aujourd'hui permettent de donner de la liberté, qui permettent de gagner du temps, qui permettent de gagner du pouvoir d'achat, et il est temps que ça vienne davantage sur l'échiquier politique, le débat public. Merci. Merci à tous pour vos interventions respectives. Très bien de finir sur cette intervention. Merci François Durovray. On va clore, oui. On va clore du coup la séquence et ce congrès avec notre petite surprise, qui n'en est plus vraiment une, hein, puisqu'on commence à voir. Vos regards croisés, messieurs, ont parfaitement montré l'ambition de la journée, de tourner le regard vers l'action, vers l'avenir. Et puisque donc un anniversaire mérite toujours un symbole, on a célébré les 10 ans du Car Macron avec une fresque réalisée en direct que vous allez découvrir, que vous découvrez déjà un petit peu sous vos yeux, qui a été inspirée de ce que nous avons partagé aujourd'hui. Et donc je vais descendre rejoindre notre artiste.